La physionomie du combat, c'est premier round à Baki parce qu'il amène le combat au sol Bien dans son sûr. domaine et il contrôle le sol. Il fait pas de dommages sur Doumbé. Doumbé arrive à se relever sans prendre de dommages. Et voilà, donc le premier combat, le premier round, il est pour Baki. Il n'y a même pas, Ouais, il y a même ouais, pas ouais. question. Deuxième round, il y a un inversement total de la physionomie du combat. Mhm, C'est-à-dire que Doumbé, il a compris le timing, il a compris les angles mhm, d'amener au sol, il a compris tout un tas de choses et il a mhm, compris Baki. Donc, Baki n'arrive plus à amener le combat au sol et il se mhm. fait toucher de plus en plus. D'ailleurs, si tu regardes, vas-y, c'est parti. Et comment ça va, mon frérot? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Merci, merci de m'avoir accordé de son temps aujourd'hui. Non, normal, c'est normal. Comment tu vas? Quoi de neuf? Écoute, je vais très bien. Je reviens de la Snake Team, là. J'ai bossé avec mes gars ce matin. Ok. Ils sont forts, plus forts que jamais. Et donc, ouais, ça me fait plaisir. Et ça fait combien de temps que la Snake Team existe? Depuis 1999, donc ça fait 25 ans. Et c'est pas genre l'un des plus vieux clubs de MMA en France, ou le plus Ouais, vieux? sûrement. Sûrement. Je sais pas, je crois que la Bushido Academy, tu vois, Ouais. est un peu plus vieille, il me semble, ou à peu près la même époque. Mais c'est vrai que, ouais, on fait partie des premiers, je pense. Ouais, de ouf. Mais là, maintenant, c'est quoi l'actualité avec la Snake Team? Alors, j'ai une grosse équipe amateur. Euh, on a une grosse équipe amateur. Je l'ai fait évoluer, donc je l'ai fait combattre un peu dans plein de styles différents pour engranger de l'expérience, tu vois. C'est Khabib qui disait ça, même quand il avait signé à l'UFC où il était professionnel, il s'inscrivait quand même dans des tournois de sambo ou de grappling quand il était au pays parce qu'il avait besoin d'engranger de l'expérience et d'arriver à maîtriser surtout les nerfs, je pense, tu vois, surtout voilà, le stress avant combat et tout ça. Donc, y a rien de mieux que de faire de la compétition. Donc, mes gars, je les prépare tout le temps avec le même objectif. Hein. Le même objectif, c'est de signer dans une grosse organisation de MMA et puis d'y rester, de gagner ses combats. Donc, en attendant, ils font leurs armes dans d'autres styles. Tu vois, j'en ai qui combattent en sambo, en sanda, en karaté mix. Ouais. On fait tout, quoi. Ok, waouh. Et là, Super. enfin, on a fait le bilan avec mon bras droit, on a fait le bilan de ce qu'on a fait depuis la sortie de Covid. Et on Ouais. a, on a gagné entre les Coupes de France et les titres de champion de France, on a gagné un peu plus d'une vingtaine de titres, tu vois, depuis qu'on est Oh, sorti. j'en ai, waouh. Ouais. Donc, on est content. Il y a une grosse équipe amateur. Là, il y en a quelques-uns qui vont passer pro cette année ou début d'année prochaine. Et voilà, on continue, quoi. Wow, c'est bien. Et d'où t'es parti avec l'ancienne génération à venir à cette nouvelle, de ce sang nouveau? Ça fait quel effet? Comme je suis resté toujours dedans et que, en vrai, avec les années, bon, on continue. On a une formule qui marche bien, c'est celle du travail, tu vois. Travail, Ouais. travail, travail. Euh, Voilà, donc c'est normal qu'on ait des résultats, c'est normal qu'on arrive quand même à produire des combattants de haut niveau. Alors, c'est pas forcément toujours des mecs qui signent à l'UFC ou quoi que ce soit, parce que ça prend du temps, mine de rien, tu vois. Il y a un autre truc aussi, c'est que comme on fabrique nous-mêmes nos combattants et nos sportifs, nos compétiteurs, bah, c'est plus difficile de produire des champions et des mecs qui signent Mm. à très très haut niveau plutôt que de recruter à droite à gauche et de les faire venir au club, tu vois. On se prend la tête sur bien faire les choses, produire des compétiteurs à partir de zéro, tu vois, des mecs qui n'ont jamais pratiqué les sports de combat, qui viennent chez nous et puis en quelques années, ils arrivent à faire de la compétition et pourquoi pas accéder au haut niveau un jour. Mais bon, ça prend plus de temps que, voilà, comme je disais, recruter à droite à gauche des mecs qui sont déjà formés, tu vois. Est-ce que ça te donne envie de retourner dans la cage? Non, 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 non. Je regarde tous ces vieillards d'un œil un petit peu. Je suis amusé, tu vois, par les mecs qui remontent dans la cage ou qui remontent sur le ring et qui ont 50 ans passés, tu vois. Après, c'est clair qu'il y a une motivation financière qui est là pour certains. Tu vois, quand je vois Mike Tyson qui va recombattre, bon, tu comprends que le mec, il y va pour le chèque, quoi, tu vois. Et je peux Ouais. pas lui en vouloir parce qu'à mon avis, il va prendre un gros chèque. Mais bon, c'est un peu triste aussi, tu vois. Tu te dis, le mec, il a une belle image de combattant et en faisant des trucs comme ça, bah, il risque de l'écorner, tu vois, de ternir son image, tu vois. C'est dommage. Je trouve ça également dommage. Comme nous, on est des gros fans de Mike, on l'aime beaucoup. Mike, il est là, Ali, il est là. Je trouve que c'est un peu insulter sa carrière, mais il doit faire ce qu'il doit faire. Donc,
Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on Ah ferait ouais, pareil? c'est dommage, c'est dommage. Mais l'argent parle dans ce monde, tu vois. Donc, c'est l'argent qui dirige un peu, et malheureusement. Ouais. Et c'est dommage qu'une légende comme ça a besoin, ou en tout cas ressent le besoin de monter encore sur le ring. Je pense qu'il a prouvé ce qu'il avait à Grave. faire, et c'est dommage, quoi. À côté de la Snake Team, tu fais quoi? Moi, j'ai vu que tu étais dans une émission. Ouais, un podcast. Ouais, alors, ouais, on a une émission avec mes deux potos, Fred Rousseau, qui s'occupe Oui, d'une chaîne qui s'appelle Gong, une chaîne c'est ça, YouTube exactement. qui marche fort, qui tourne essentiellement autour du MMA, mais aussi les sports de combat en général. Mhm. Et ça fait très longtemps qu'il a ça. Je crois que ça fait 15 piges ou 10 Ah, piges quand qu'il a même, ça, hein. tu vois. Waouh. Ouais, ouais. Et donc, maintenant, elle commence à avoir pas mal de succès, notamment avec notre émission qui s'appelle La Fine Équipe. Et le Avec troisième, Daniel. c'est Daniel Boirin, qui est le coach de Et- Benoît Saint-Denis. ouais. Donc voilà, on essaie de faire 2 numéros par mois, tu vois, et je pense on s'éclate à le faire. C'est assez populaire, tu vois. Il y a pas mal de gens qui Vraiment. regardent ça, donc c'est pas mal, c'est plaisant. Ben oui, et puis surtout, regarde, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a tellement de podcasts, tellement de vidéos, tellement de. Tu sais, les gens, ils essaient de faire parler d'eux, le buzz, etc. Ils se Ouais, faire tellement de choses. Et tu vois, mais les gens, souvent, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ouais, veulent absolument en parler. ouais. Et quand on voit des émissions comme la vôtre, on a des professionnels, des gens qui ont une éducation du sport qui est enrichie, toi, ça te fait quel effet de dire notre émission elle est là, mais il y a à boire et à manger, ce que je veux dire, dans tout, mais tu sais, ça fait pas une grosse contraste. Il y a de la place pour tout, tu vois. Je veux Ouais, dire, nous, on a un style qui est bien défini, tu vois. C'est-à-dire, le style, c'est trois potes qui sont là et qui s'enregistrent en train de parler de leur passion, tu vois. En gros, c'est des ça. choses qu'ils aiment, ouais. En gros, c'est ça, ces trois poteaux qui sont ensemble. Ils se connaissent depuis 20 ans, 15 ans, tu vois. Et ils ont une passion commune, c'est les sports de combat. Et Mm. voilà, on enregistre et on parle de tout ça. Des fois, c'est bien cadré par Fred, qui a plusieurs chapitres prédéfinis. Des fois, ça part en freestyle. Des fois, tu vois, des fois, on Ouais, a des invités. Des fois, on n'en a pas. Bref, il n'y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de. On s'est pas dit on va faire ça, on va faire un modèle ou quoi. Voilà, c'est trois potes qui s'enregistrent. Le fait est que ça a plu parce que bon, on a trois personnalités singulières dans le sens où aucun des trois n'a sa langue dans sa poche, tu vois. non, Et non. ça change radicalement de ce qu'on voit habituellement sur YouTube, tu vois, parce que tout le monde s'auto-censure. Ouais, Les choses ne sont pas dites, même si elles sont pensées, tu vois, alors que nous, on a tendance quand même à dire ce qu'on pense, tu vois. ouais, Et ouais, donc, ouais. déjà, à ce niveau-là, il y a une grosse différence avec les autres émissions ou les autres Grave. programmes. Euh, et c'est ce qui ressort tout le temps, tu vois. C'est ce que, à chaque fois on parle de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me parle de cette émission, on me dit systématiquement, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et c'est malheureusement, parce que à une époque, qui me semble bien lointaine aujourd'hui, Mhm. on était tous pareils. C'est-à-dire que tu disais ce que tu pensais, tu vois. Et maintenant, avec notre société bizarroïde, où il faut rester politiquement correct tout Ah le ouais, temps, quitte à s'auto-censurer, tu vois, bah, nous, on est resté à l'ancienne, en fait. Tu vois, donc t'as deux vioques, tu vois, de 50 piges qui ont encore la mentalité à l'ancienne, qui disent les ah ouais. choses comme ils les ressentent. Et voilà, et donc ça Ouais. fait j'ai l'impression un petit peu une vague de fraîcheur aussi, parce que Grave. les gens, ils en ont marre de ne pas pouvoir dire les choses, tu vois. C'est Ils ont vrai, envie de s'exprimer, tu vois. Donc c'est nous, on vrai. s'en prive pas. Tu t'es auto-censuré ou tu dis, ah, j'aurais dû balancer. T'es pas obligé de dire le sujet, on s'en fout là, mais tu te dis comme, voilà, tu vois, on m'a briefé dès le début, on m'a bloqué. Je pense que j'ai dû le faire, tu vois. Je ne pourrais pas te sortir à quel moment je l'ai Mm, fait, mais je pense que j'ai dû le faire parce qu'il y a des fois où, pour faire avancer les choses mm. et pour pas créer de l'hostilité, tu vois, à ton égard, bah tu dis pas les choses, C'est vrai. tu dis pas les choses que tu as envie de dire, tu vois. C'est vrai. Euh, Tu je choisis ta pense à bataille. tu vois, par exemple, à une époque où j'ai fait partie de cette mouvance qui essaie de faire légaliser le MMA en France, tu vois. Oui, Donc, il y avait une espèce de collectif de différentes personnes, des acteurs du MMA, qui faisaient des rendez-vous avec le ministère, qui faisaient partie de l'Observatoire du MMA, un organisme ministériel qui a été formé justement pour voir où en était le MMA en France, tu vois, avant sa légalisation, et s'il fallait légaliser ou pas.
Donc, j'ai fait partie de ces trucs-là. Et à cette époque-là, c'est vrai que le MMA était sur la sellette. C'était un moment où il fallait faire attention à ce qu'on allait dire du MMA, l'image du MMA et les acteurs du MMA, tu vois. Donc, c'était important pour moi, bah, peut-être de fermer ma gueule à certains moments, tu vois. Ouais. Parce que déjà, on avait une mauvaise réputation. Avant que ça soit légalisé, le MMA avait une très mauvaise réputation. Et il fallait absolument qu'on montre un beau visage, un bon visage du MMA. Et des fois, c'est vrai que bah, quand tu ouvres ta gueule et que tu dis les choses, bah, tu te fais des ennemis, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai, parce que je me rappelle toujours l'émission avec Ruquier, je crois. ouais, Ruquier, ouais. Avec Ruquier, tu t'avais invité, puis tu sais, l'art martial mixte est ultra beau et magnifique, il est splendide comme sport. Et je me rappelle, puisque j'avais l'impression que les autres, tu sais, ils te regardaient comme d'où il sort, lui. Tu sais, on a toujours l'impression qu'on se bat dans des cages, on est juste des animaux, on se bat dans des cages. Et c'était frais, t'étais comme, je pense, le premier qu'on a invité des athlètes français d'art martial mixte. Et il disait, c'est quoi ce sport, tu vois? Donc, c'est sûr que le regard des autres, on doit faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, justement, avec cette médiatisation, avec tout ce qui s'est passé, et maintenant, tu vois les MMA légalisés en France, ça te fait quel effet? Toi qui t'es battu, qui est une légende, et un pionnier et une légende du MMA français, ça te fait quel effet? Là où j'ai vraiment réalisé le truc, c'est au premier UFC Paris, tu vois, où je me retrouve dans la salle, donc une cage que je connais bien, tu vois, une cage de l'UFC que je connais bien. La salle, je la connais bien parce que Bercy, j'y suis allé un nombre de fois, tu vois. Bien sûr. Et tu es à Bercy, en train de regarder l'UFC, et à un moment donné, il y a, je crois que c'est Cyril Gagne qui combat, et il y a toute la salle. Quand je dis toute la salle, 98% des gens dans la salle qui chantent la Marseillaise. Wow. Et ça m'a fait un truc de ouf. Wow. J'ai eu des frissons là, j'ai eu des frissons. Ah ouais, des frissons de malade. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé, tu vois, j'aurais aimé celui-là, tu vois. Ça aurait été terrible. Moi, je me rappelle toujours ton combat à Montréal, quand tu as combattu ici. Et écoute, je pense que c'était une clé de bras, un étranglement. Étranglement, c'est ça, tu vois, je me souviens. Et non, c'était Ivan Menjivar qui avait une clé de bras renversée, et toi, c'était un étranglement. Et écoute, j'étais très content pour toi. Et c'est vrai que les Québécois, tu vois, comme, vu que t'es français, mais comme ils vont quand même te supporter parce que t'es quand même de France, mais t'es pas d'ici, tu vois. Moi, j'aurais aimé voir votre génération. Quand même, c'est toi, chez Congo. Ben, il y a déjà d'autres combattants qu'on oublie. Le MMA n'est pas né à l'UFC Paris. Il y a eu des pionniers, des légendes du MMA français qui ont été à l'UFC avant plein. Les combattants français actuels, je suis très content pour eux, ils sont ultra talentueux. Mais il y en a plein avant eux qu'on a oublié un peu, qu'on a mis un peu aux oubliettes, tu vois. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne rééduque pas assez les gens, on les remet pas un peu devant les spots de lumière. C'est grâce à eux, c'est grâce à ces gars-là, c'est grâce à ces personnes-là qui ont combattu, qui ont représenté les couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge pendant des années à l'étranger, pendant que c'était illégal sur leur territoire, qu'on en est là. C'est grâce à ta carrière, le sacrifice de ta carrière, que ces combattants peuvent s'exprimer aujourd'hui à Bercy. Ouais, alors, c'est clair que c'est une fierté pour moi d'avoir fait partie de cette première vague, tu vois, de combattants français de haut niveau. Je suis content, je suis fier, je suis conscient aussi qu'on a énormément apporté au MMA français. Et c'est clair que c'est une fierté, tu vois, tu parlais de Cheikh Congo, qui est dans la prochaine émission avec nous de LFE, de la Fenech. Donc on parle de ça, tu vois, on parle d'une époque où on se remémorait des souvenirs. On partait en voiture à 5 heures du matin pour la Hollande. On combattait il y avait la pesée, le combat le jour même, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il y a la Fight Week, tu viens une semaine avant, tout frais payé, tu vois. C'est pas du tout les mêmes ambiances, tu vois. Et pourtant, à l'époque, il fallait aller au charbon, il fallait se taper tel Hollandais ou tel Japonais ou je ne sais quoi. Mais bon, ça fait aussi partie de l'aventure que moi j'ai vécue et qui est révolue, tu vois. C'est-à-dire que l'époque découverte, exploration du MMA par les Français, elle est finie. Maintenant, c'est un sport qui a pignon sur rue, qui remplit Bercy en 20 minutes, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un sport à part entière qui est rentré dans les mœurs. À mon époque, ça s'appelait le free fight, tu vois. C'était même pas MMA, on appelait ça le free fight en France. Et tu étais considéré comme un barbare, en fait. Tu étais considéré comme un barbare. Et avec tous les avantages et les inconvénients que ça veut dire. J'ai aimé faire partie de cette époque d'explorateur du MMA qu'on voit aujourd'hui qui m'aurait plu, forcément, tu vois, la reconnaissance, le fait de gagner de l'argent et d'être reconnu à sa juste valeur, ça m'aurait plu. Mais bon, j'ai bien aimé, j'ai kiffé l'exploration. Tu vois, on était des putains d'Indiana Jones du MMA, tu vois.
Grave, grave, obligé de faire des milliers de kilomètres pour aller faire un camp d'entraînement, pour aller faire ça, ça. Est-ce que ce confort actuel ne nuit pas aux combattants, tu vois, cette nouvelle génération? Oui et non. Quoi qu'il en soit, que ça soit il y a 20 ans en arrière ou aujourd'hui, de toute façon, pour atteindre le haut niveau et rentrer dans la cage et représenter la France à très très haut niveau dans la cage de l'UFC, par exemple, il faut sortir du lot de toute façon. Que ça soit il y a 20 ans ou 30 ans en arrière ou aujourd'hui, de toute façon, pour atteindre ce niveau-là de la compétition, c'est quelqu'un qui sort du lot. C'est pas donné à monsieur tout le monde d'aller combattre à l'UFC. En tout cas, d'atteindre ce niveau-là de compétition. Je pense que les mecs qui réussissent aujourd'hui, qui performent et qui arrivent à signer à l'UFC et qui arrivent à performer à l'UFC, de toute façon, c'est des gens qui sortent comme un des mortels, on va dire. 20 ans en arrière, ils auraient fait les mêmes sacrifices que nous, on a fait. Aujourd'hui, les mecs qui réussissent à signer à l'UFC, de toute façon, c'est des gens d'exception, tu vois. Les côtés sacrifices et les côtés jusqu'au boutisme que nous, on avait il y a 20 ans en arrière, ils n'ont plus besoin de ça, tu vois. Mais ils mettent cette énergie-là dans autre chose. Et c'est pour ça aussi peut-être que les Français d'aujourd'hui, en tout cas les Français d'aujourd'hui et peut-être plus du futur, ils vont être meilleurs que nous. Parce qu'ils auront un confort d'entraînement, un confort surtout un confort d'entraînement que nous, on n'a pas eu, tu vois. Et même, tu vois, il y a une grosse différence aussi et qui va vraiment faire la différence et qu'on voit déjà depuis la légalisation, c'est le fait qu'il y ait un circuit local. Nous, si tu veux, pour combattre en MMA, et faire ses armes en MMA, il fallait à l'étranger. Au fur et à mesure, gravir les échelons et combattre des mecs de plus en plus durs. Des fois, comme c'est pas trop toi qui choisis qui tu vas affronter et dans quelles circonstances, tu vois, dans quelles conditions, bah, tu vas un peu au casse-pipe, tu vois. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait un circuit amateur et un circuit semi-professionnel en France, qui te permet d'engranger, tu vois, j'en parlais tout à l'heure par rapport à mes gars, qui te permet d'engranger de l'expérience, qui te permet d'apprendre à gérer ton stress. Tout ça, ça fait que ça facilite l'ascension, ça facilite le fait d'accéder au niveau professionnel, au niveau du MMA. Et ça, c'est vraiment une grosse différence avec mon époque à moi où il n'y avait pas ça. J'ai des mecs dans la saison, là, ils vont peut-être faire peut-être 10 ou 12 combats, peut-être 15 combats dans la saison, dans des styles qui ressemblent beaucoup du MMA, tu vois. Le sambo, karaté mix, machin, et tu mélanges tout ça, le MMA aussi. En amateur, sachant que le niveau il est en train d'exploser. Ça veut dire que ces mecs-là, quand ils auront terminé une carrière amateur, ils auront peut-être, je sais pas moi, 30, 40 combats en amateur avant de passer professionnel. Quand ils vont faire leur premier combat en professionnel, ils auront déjà l'expérience d'un très très bon professionnel d'il y a 20 ans en arrière. Ça va faire une grosse différence. Et le niveau, tu vas voir que le niveau il va exploser. Là, en l'espace de 4 ans de légalisation, tous les gérants de clubs de MMA, ils disent tous la même chose. Ils disent le niveau il est en train d'exploser. Mais tant mieux. Pourquoi pas voir un champion le plus tôt possible, champion français. Ouais. Ça serait fou, ça serait vraiment fou. Et justement, tu parlais d'aventure. C'est quoi une aventure où tu as dû aller dans un combat où tu te dis, celle-là, je l'oublierai jamais? Dans une anecdote. Il y en a eu un paquet, tu vois. Une qui sort du lot. Celui qui m'a marqué, c'est le combat contre Shogun au Pride, tu vois. Où là, j'allais vraiment dans des conditions particulières, où j'étais blessé, je sortais de convalescence, tu vois. Il y avait tout un tas de trucs qui n'allaient pas forcément. Et en même temps, tu te retrouves devant. Pour moi, c'était un rêve. Tu vois, j'avais plusieurs rêves. J'avais le rêve de combattre aucun à l'UFC et au Pride. Tu vois, je voulais vraiment absolument combattre là-dedans. Et la première opportunité que j'ai eue, c'est de combattre au Pride, tu vois. Et donc, déjà, le fait j'arrive à ce niveau-là et que je vais me taper sur le show qui me faisait bander. Il faisait bander tout le monde, ce show. Tu vois. Jusqu'à maintenant. Maintenant. Il y avait que deux catégories, poids moyen et poids lourd. Voilà, c'est ça. Donc, et après, ils ont fait les poids légers. Ils ont fait le Pride Bushido pour les poids moins de 70 kilos, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, il y a 20 piges en arrière, le Pride, ça faisait kiffer tout le monde, ça faisait rêver tout le monde, tu vois, ça faisait rêver tous les combattants de MMA déjà, tous les combattants de sport de combat. Et regarder ça, c'était une dinguerie, tu vois. Et donc, moi, j'avais ce rêve-là, ce rêve ultime, c'est de combattre au Pride. Donc, je fais une petite carrière au Japon, tu vois, j'éclate pas mal de mecs au Japon. Mais par contre, je me fais une hernie discale au cervical, donc qui me fait bien mal, tu vois, qui me fait bien souffrir. Et à un moment donné, c'est trop douloureux et j'arrête de m'entraîner, je prends quelques mois de repos.
Et c'est à ce moment-là, en fait, que mon manager, il me dit, dans 3 semaines, tu vas combattre au Pride contre Alistair Overeem, tu vois. Et comme je dis tout le temps, À l'époque où il était comme ça, ouais, il était petit comme ça. ouais. Et donc, je dois l'affronter dans 3 semaines. Donc, moi, je suis en Croatie en vacances avec ma gonzesse. Je rentre en France pour pouvoir m'entraîner. Donc, je convoque mes élèves. Oh là là. Je convoque mes élèves et puis on commence une préparation. Et je pars au Japon me taper contre. Je pensais que ça allait être Alistair Overeem, mais genre une semaine avant, on me dit non, finalement, c'est pas Alistair, c'est Shogun, tu vois. Shogun qui était l'équivalent de John Jones d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'était le. Je pense que c'était avant qu'il gagne sa ceinture. Non, il avait déjà gagné, le tournoi des mi-lourds. Ouais, je me rappelle. Donc et si tu veux, il sortait de convalescence parce qu'il avait fait un combat contre Mark Coleman. Et Mark Coleman, sur un amené au sol, il lui avait pété le bras. Tu te souviens de ça? Ouais. Donc il revenait à la compétition au bout de, je sais pas, un an, un truc comme ça, avec plein de produits en plus, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis tapé Shogun. Malheureusement, je perds parce que c'est dur de. Déjà, face à Shogun, c'est compliqué. Mais en plus de ça, si tu n'as pas de cardio, c'est encore plus compliqué. En 3 semaines, tu veux faire quoi? C'est impossible. Même shooter à ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. C'est très, très dur, très, très dur. Le truc, c'est ça. Et ça, je le dis, tu vois, à un moment donné, dans le premier round, je fais. Dans un des premiers échanges que je fais avec lui, je lui mets un coup de genou sauté dans la tête. Ouais. Et le genou, si tu veux, et je le sens parce que j'ai tapé dans sa bouche et j'ai senti ses dents, en fait. Et en fait, mon genou, il est arrivé un peu trop bas. C'est-à-dire que les dents sont arrivées dans le bas de la queue. Tu vois. Et je me dis, à quelques centimètres près, si c'est la rotule qui avait connecté, je mettais Shogun KO au premier round, tu vois. Wow. Là, ça aurait été différent. Là. C'est quand même comme un sacré combat. Tu peux taper Overeem, puis là, tu tapes Shogun. C'est pas n'importe qui en face. Ouais, non, il était fort. Mais bon, ça a été aussi un tremplin parce que suite à ça, en fait, donc c'est l'avant-dernier Pride, ça. Donc ils vont faire après ce combat-là. Donc j'avais signé un contrat pour 4 combats avec le Pride. Eux, ils étaient ravis de ma prestation, donc ils étaient pressés de me revoir à combattre. Et ils font un Pride à Las Vegas, je crois. Oui, c'est là où je pense Mark Coleman il se bat contre Fedor. Et comment il s'appelle? Victor Belfort contre Dan Anderson, il me semble. Ouais. Un truc comme ça. Bref, et donc après ce combat, après ce Pride-là, le Pride se fait racheter par l'UFC et puis il se fait bazarder, tu vois. Et donc, moi qui avais signé pour plusieurs combats, je l'ai dans l'os. Et c'est malgré ça, c'est grâce à ce combat contre cette défaite contre Shogun que je signe avec un des plus gros managers de l'époque, Ken Pavia, et finalement où j'atterris plusieurs années plus tard à l'UFC. Voilà. Ouais. Tout ça pour te dire que le dicton la fortune sourit aux audacieux, des fois, faut être audacieux, des fois, faut croire en soi. Et même si je perds face à Shogun, c'est ce combat-là qui me permet d'accéder à l'UFC quelques années plus tard, tu vois. Des fois, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, puis d'un coup, d'un petit truc, c'est une déception, mais ça te ramène au plus gros de tes rêves, c'est-à-dire combattre pour l'UFC. Comme je pense que tu as fait 8 combats à l'UFC. Ouais, c'est ça, ouais. Quand même. Il y a peu de combattants tout court, même pas français, qui peut t'arriver d'en faire autant. Ouais. C'est quand même énorme. Hein. Maintenant, il y a beaucoup plus de chances et de fenêtres et de portes qui sont disponibles pour les combattants de signer à l'UFC, ce qui est très bien. Mais c'est cool également qu'il y ait d'autres organisations qui sont montées, Bellator, PFL, il y en a KSW, etc., qui payent les combattants comme il faut, ou NFC, qui payent les combattants bien comme il faut. Mais c'est sûr que tout le monde rêve du Saint Graal, l'UFC, la ceinture du UFC. Ouais, c'est clairement l'organisation qui fait rêver tout le monde. C'est la Champions League, tu vois. C'est là où tout le monde va atterrir, hein, c'est sûr. Et même des fois, on sait qu'on peut être mieux payé dans d'autres organisations, tu vois. Par exemple, le KSW, une fois que tu as fait ton nom là-bas, tu prends des sacrés chèques qui sont pas forcément évident à toucher à l'UFC, tu vois. Et puis le chemin est plus dur pour arriver à ces chèques-là à l'UFC, tu vois. Donc, des fois, il y a des mecs qui préfèrent rester dans d'autres organisations aujourd'hui plutôt que de signer à l'UFC. Regarde, c'est Salah Ben Parnasse. Ouais, exactement. C'est le combattant actuel, le meilleur combattant actuel français. Il est incroyable. Il l'a dit pourquoi? Il y a d'autres organes. Il est très, très bien payé là.
il a son nom, il a ce qu'il faut, il a 2 ceintures, il a essayé d'aller chercher une 3e ceinture. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça aurait pu, mais moi, je suis amplement d'accord avec lui. Et je trouve que d'aller à l'UFC, tu vois, c'est pas un Michael Chandler. Michael Chandler, quand il est parti à l'UFC, il avait signé un chèque de fou et il a fait un combat, il est parti à la ceinture. C'est pas ce qui feront pour lui, tu vois. Malheureusement, les Américains sont un peu toujours au-dessus des Français, puis les Français, taisez-vous, tu sais, comment on vous donne ça à manger, tu vois, c'est une négligence. On parlait de blessures tout à l'heure. T'as vu, BSD a eu son staphylocoque, Doumbé aussi, avant les combats. Moi j'ai déjà été blessé aussi. Avant les combats, je suis allé pareil à l'arrache. On est con, on est débile, on est inconscient, on est des guerriers, je sais pas, je pense que c'est un mélange de tout. Qu'est-ce que tu penses de cette mentalité-là? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les combattants, surtout les combattants qui atteignent ce haut niveau-là de la compétition, c'est des gens d'exception, c'est des gens extraordinaires dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, ils se blessent, par exemple, ils se cassent un os, bah, forcément, ils vont pas se poser la question, est-ce que je vais quand même aller combattre ou pas, tu vois? Alors que nous, on va se poser on va se poser la question. Et il y a même des combattants que je connais qui vont pas se poser la question parce que pour eux, c'est une évidence qu'ils vont aller quand même combattre, même s'ils ont un os cassé, tu vois. C'est un filtre, en fait, le monde de la compétition, et d'autant plus le monde de la compétition dans les sports de combat, c'est un filtre. Ce qui te sépare entre le monsieur lambda qui aime bien le MMA mais qui le pratique pas et qui est sur son canapé, et le champion de l'UFC de la division, il y a un monde qui les sépare. Et le monde qui les sépare, c'est notamment la compétition. Pour arriver à combattre en MMA, déjà, il y a un premier filtre qui est énorme. Il y a un gap qui est vachement énorme. C'est le mec, il faut qu'il se dise, bon, bah, j'aimerais bien combattre en MMA. Donc, il laisse son gros huc du canapé. Grave. Il rentre dans une salle de MMA, il commence à s'entraîner, et même en prenant des coups, même en se disant putain c'est dur, il serre les dents et il continue de trucs. Oui. Il continue pendant des années et des années pour avoir un certain niveau, et après il fait son premier combat. Donc là il réalise que le combat c'est moins facile qu'il pensait, que les coups ça fait vraiment mal, que la diète, que le cutting c'est un truc de... Et puis il gravit ça, il fait je sais pas combien d'années de combat pour ensuite arriver, s'il a le courage encore, s'il a serré suffisamment les dents, il arrive à haut niveau. Mais ça, c'est entre le moment où il fait le premier entraînement et le moment où il se signe à l'UFC, il y a des années et des années. Tu vois, on dit Benoît Saint-Denis, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ça a quand même pris 6 ans, tu vois. Donc 6 ans d'une lente torture. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut. Et il est prédisposé avec un mental de fou déjà. Ouais, voilà. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas monsieur tout le monde qui peut décider de devenir combattant de MMA, traverser les années, arriver à l'UFC et combattre à l'UFC. C'est pas tout le monde. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les blessures, ça fait partie de ton quotidien. À un moment, ça fait partie de ton quotidien. Donc, tu commences à être habitué à souffrir. Tu commences à être habitué à vivre normalement avec des blessures, tu vois, avec des, tu vois, par exemple, ma nuque, bah, là encore aujourd'hui, j'ai la nuque qui est raide, tu vois, bon, bah, ça fait des années que ça dure. Je suis capable de vivre, on va dire, presque normalement aujourd'hui avec des vieilles blessures parce que j'y suis habitué, parce que ma carrière de combattant m'a habitué à un certain inconfort, on va dire, de la souffrance, et voilà, tu vois, donc c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Et non, mais c'est vrai, une tolérance à la douleur qui est fou. Je te raconte moi aussi une petite anecdote, un truc con. Je vais chez le docteur parce que j'ai un problème, en tout cas d'estomac, etc. Mais il regarde derrière le nez, etc. Il me dit, bon, là, je suis devant un ORL, il y a 2 docteurs. Il me dit, bon, à part les multiples fractures du nez, je fais, fracture? Quelle fracture? J'ai jamais eu le nez cassé, moi. Il me dit, ben, si, monsieur, on voit les multiples fractures d'après le sport que vous faites, que vous avez fait pendant des années. Je dis, j'ai jamais eu le nez cassé de ma vie. Je dis, vous devez vous tremper. Il me dit, et son regard, il rigole, il dit, c'est quoi le nez cassé pour vous? Je dis, ben, je sais pas, à travers comme ça. Il me dit, ben, ça, c'est une fracture, c'est une fracture, c'est une fracture. Vous prenez des coups dans le nez. Je dis, ouais, mais pas grave, c'est pas la fin de la vie. Et il dit, bah, à chaque fois que tu as eu les yeux au beurre noir, où le nez a fait vraiment taille de fracturé. Et tu vois, tu te rends pas compte, en fait, que ta tolérance à la douleur est juste plus que le commun des mortels. Et dans ma tête, mentalement, j'ai jamais eu le nez fracturé. Ouais, parce que, bah, comme je t'ai dit, tu vois, tu t'es habitué, en fait. Moi j'ai commencé, regarde, j'ai commencé, bon, il y a très longtemps maintenant, par la boxe pied-point, tu vois, en 91. Et je pars de zéro, c'est-à-dire que je passe j'ai fait une croissance spontanée où j'ai pris 17 cm en un an. Donc, je suis sur mon canapé à rien foutre parce que je suis trop fatigué, et dès que je fais un truc, je me casse un os, tu vois. Je sors de ma croissance, donc je fais 1m97, je suis tout mince.
Et je veux absolument faire des sports de combat. Donc, j'ai 18 ans, tu vois. Et le jour où je commence les sports de combat, je me plonge à fond dedans. C'est-à-dire, je passe de limite, je suis handicapé sur mon canapé. Ah, vas-y, À 100 000 %. c'est ça que je veux faire. Je vais devenir champion du monde, tu vois. Et donc, c'est une obsession. Je deviens obsédé par ça. Et toi, qui as fait de la boxe pied-point, tu sais très bien que tes tibias, avant qu'ils soient faits, on va dire, tu vois, avant qu'ils soient durs, Ah, c'est comme de la mousse, tu vois. Et tu as l'impression que dès que tu mets un coup avec protège tibia, je parle, hein, dès que tu mets un coup avec, ton tibia, il est en miettes. Et au début de ma carrière, ça a été ça. C'était mes jambes, elles étaient meurtries tout le temps. J'avais, je me fais de m'en rappeler. j'avais des jambes, mes tibias, ils étaient enflés tout le temps. J'avais l'impression de faire tu vois, de la rétention d'eau, mais sur toute la jambe, parce que mes jambes, elles étaient enflées, parce que j'étais tout le temps en train de taper avec. Et, euh, et je pense que tu t'habitues, au bout d'un moment, tu fais même plus gaffe. C'est-à-dire que la douleur, ça devient tellement normal, d'avoir mal tout le temps qu'au bout d'un moment, tu fais plus gaffe, en fait. Mm, mm. Non, c'est vrai, non, mais de fou. Mais est-ce qu'une écharpe de pied, ça fait mal? Alors, ça, c'est la grande polémique. Moi, J'ai oublié de la placer, celle-là. J'ai oublié de la placer. Ça fait mal une écharpe de pied. ouais, ça fait mal, mais au-delà que. Je pense pas que c'est la douleur qui l'est gêné. Je pense que c'est Non. surtout son appui. Il est face à un mec. Il sait très bien que le mec, il a qu'une seule envie, c'est de l'amener au sol. Il a besoin les meilleurs appuis qu'il puisse avoir. Tu vois. Et il le provoque en étant sur l'avant pour lui donner sa tête pour le contrer avec cette main droite. Exactement. Donc, tout son game plan, il est tourné autour d'avoir d'excellents appuis. Il a besoin des appuis au top pour contrer, les amener au sol, et puis pour, comme tu as dit, présenter sa tête et pouvoir contrer. Parce que si tu n'as pas des bons appuis, tu ne peux pas partir et revenir vite, puisque tes pieds vont glisser. Donc, il a besoin d'avoir des appuis excellents. Je suis désolé, au-delà de la douleur, à mon avis, c'est même pas la douleur qui l'a gêné. Ce qui l'a gêné, c'est le truc ça l'a emmerdé par rapport à ses appuis. C'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Ouais, non, parce qu'en plus, c'est là où, quand il a ses appuis, c'est là où il a toute sa patate, lui. Bien sûr. Quand il passe à côté de toi, il te ramasse toi et toute la famille. Exactement. Il est puissant de fou. Et c'est ça, mais après, les handis à gauche, à droite, je dis, ah ben non, je pense qu'il voyait qu'il perdait le combat. Non, il ne perd pas le combat. Il perd un round, il gagne un round. Voilà, puis après, il s'en allait très bien. Ça aurait pu être une diffusion. Et comme j'ai dit, parce que t'imagines qu'on a. À chaque fois que je voyais mes potes, ils me posaient toujours la même question par rapport à Doumbé. Première chose, Doumbé ne souffrait pas tellement. Enfin, c'est pas la douleur qui l'a fait arrêter. Je pense que c'est un mec, s'il est combattant de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a une dizaine de titres mondiaux, tu vois. La douleur, c'est pas ça qui le gêne. Non, il y a une manque de communication aussi avec l'arbitrage. Complètement. Donc, on sait que c'est pas la douleur qui l'a gêné, c'est pas la douleur qui a fait que il a interpellé, il a essayé de faire intervenir l'arbitre. Par contre, la physionomie du combat, il perd un round facile, tu vois, l'autre il l'amène au sol, il le contrôle au sol. Entre parenthèses, il l'amène au sol, il fait rien d'autre. Il n'y a ni ground and pound et il n'y a ni soumission. Je l'ai dit, j'ai dit, il y a même pas, il y a un contrôle, mais il se relève Doumbé. En fait, Baki ne voulait pas se fatiguer plus parce qu'il savait que l'autre est très fort physiquement et qu'il allait se fatiguer, c'est sûr, mais il n'y avait pas de ground and pound, il n'y avait pas de tentative de soumission, j'ai pas vu de jiu-jitsu, j'ai pas vu de compas, j'ai pas vu de lutte au sol, tu vois. Sûr. Donc, la physionomie du combat, c'est premier round à Baki parce qu'il amène le combat au sol dans son domaine et il contrôle le sol. Il ne fait pas de dommages sur Doumbé. Doumbé arrive à se relever sans prendre de dommages. Et voilà, donc le premier combat, le premier round, il est pour Baki. Il n'y a même pas, question. Deuxième round, il y a un inversement total de la physionomie du combat. C'est-à-dire que Doumbé, il a compris le timing, il a compris les angles d'amener au sol, il a compris tout un tas de choses et il a compris Baki. Donc, Baki n'arrive plus à amener le combat au sol et il se fait toucher de plus en plus. D'ailleurs, si tu regardes, plus le round il avance et plus Baki mange. D'accord ? Il se fait marquer, puis il cherche juste le timing. Moi, je pense que ça aurait été continué au troisième, ça aurait connu. Moi, j'anticipais une victoire de Doumbé au troisième round, tu vois. Parce qu'il avait clairement le timing de Baki.
il était suffisamment confortable avec la boxe de Baki que, comme tu dis, il présentait sa tête en avant Ouais, pour, ouais. comme Pour un aller pas, tu chercher vois. cette main droite là derrière. Exactement. Et comme il restait plus sur un coup et qu'il enchaînait derrière avec plusieurs coups, bah, il touchait de plus en plus Baki, tu vois. Donc On le moi, voit, il était marqué. je pense qu'il avait trouvé la faille, il avait trouvé la clé du combat, la clé de la victoire. Il n'avait aucun intérêt à faire arrêter le combat là à ce moment. Non, C'est-à-dire c'est que, vrai. Je pense que c'est vraiment une gêne. Il y a un gros manque de communication avec l'arbitre. Avec exactement. l'arbitre, et c'est Bah, vraiment dommage qu'on n'ait pas un arbitre francophone. Et voilà, tu sais, avec lequel on peut échanger. Marc Godard, là, pour moi, et c'est pas la première fois qu'il le fait, il a péché par orgueil, il a péché par ego. À un moment Mmh. donné, je suis désolé, tu n'es pas la star de l'événement, tu n'es pas la star Les du combat. combattants. Tu dois t'effacer et laisser briller les deux autres. C'est pas parce que tu as un manque de communication avec un des combattants que tu arrêtes un combat, c'est pas possible. Ouais, ça a gâché en fait l'événement, ça a gâché tout le show, le showtime. Et moi, je m'attendais à ce qu'en fait, ils le prennent, ils le mettent contre la cage, je lui disais, écoute-moi bien, c'est quoi le problème? Si tu Bien continues sûr. pas, je vais te faire arrêter le combat, d'accord? Et Ouais, tu vas perdre. C'est clair. Doumbé aurait fait, vas-y, c'est bon. Il aurait été mentalement, bien sûr. quelqu'un peut lui expliquer, Ouais, c'est pas compliqué en anglais. Et sinon, keep fighting, I'm gonna stop the fight. ouais, bien sûr. Doumbé aurait compris Ou direct, alors tu vois. encore plus intelligent, l'autre il se plaint de son pied, il se plaint de son pied, il dit On que est ouais, j'ai un d'accord. truc dans le pied, il fait time out, il fait rentrer le médecin, ça dure 1 minute. Le médecin il regarde, il prend Ouais. des trucs, il sort le truc et basta, tu vois. Donc il y a même pas de sujet en vrai. Là, il y a vraiment un manque de communication parce que d'une part, il y a un arbitre qui fait un peu trop de zèle, un peu trop d'ego, et d'autre part, Irlandais, il est irlandais. qui a surestimé sa possibilité de communiquer avec l'arbitre, tu vois. Ouais, 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 ouais. Non, c'est un peu dommage. John McCartney, tu sais, il avait dit, ouais, de ce qu'il a vu de la vidéo, il a dit qu'il était un des plus grands arbitres à l'UFC. Il a dit, ouais, écoute, il a dit, de mon côté, Goddard, il a à 100% raison. Mais ça, c'est le côté arbitre qui parle. Nous, côté spectateurs, pour combattants et fans, on est moins d'accord. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je voulais te dire, comment les gars peuvent travailler avec toi, les combattants français ou ceux qui veulent venir à la Snake Team? Comment ils peuvent travailler avec toi ou ton équipe? Bah, on le fait. Hein. Des fois, on organise. Des fois, j'ai des mecs de province, tu vois, qui viennent faire un petit stage à la Snake où ils viennent, ils prennent un appart pas très loin pendant 10 jours ou Mhm. le temps qu'ils veulent. Ils viennent s'entraîner avec nous et voilà. Ou sinon, les équipes, tu vois, on a des équipes avec qui on bosse depuis des années, tu vois, comme la Hatch Academy ou la Ah, Old très School, fort. ou la Ouais. Old School, tu vois, des équipes comme ça. Donc, nous, déjà, on bosse déjà avec d'autres équipes. On le fait régulièrement et ça se passe très bien. Ouais. Je disais ça également dans le sens où, en fait, tu as des gars qui vont peut-être plus être intimidés de venir à une équipe qui est quand même, qui est comme une équipe pionnière du MMA français qui est la Snake Team. Des gens qui n'aient pas, en fait, honte ou qui soient intimidés par venir s'inscrire en MMA. Que le MMA, c'est un sport qui est donné à tous. Il est maintenant international, il est autorisé en France. Que tu sois débutant ou avancé, c'est la bienvenue. Ouais, bien sûr. Non, vraiment. Et ça se voit, il y a vraiment une telle médiatisation du sport aujourd'hui que bah, les gens ils se rendent compte que c'est pas un sport de fou comme on voyait dans les médias avant, tu vois. C'est un sport de Mhm. combat, oui, certes viril. C'est un sport de contact, clairement, tu vois. Il y a une violence codifiée et contrôlée. Donc, c'est pas, encore une fois, je pense que c'est pas à donner à tout le monde. Maintenant, pas tout le monde n'est fait pour la compétition. C'est-à-dire que si tu es combattant, enfin, si tu es pratiquant loisir et que tu viens à la Snake Team, bah, tu vas pratiquer le MMA comme quelqu'un qui fait ça pour son loisir. Tu vas pas prendre des KO, tu vas pas prendre des gros slams sur ta tête, tu vois, tu vas pratiquer comme n'importe quel autre art martial à ton niveau. Non, bah, On a des séances qui sont multi-niveaux, tu vois, on a des séances compétiteurs où là, ça se tartine un peu. Mais sinon, les séances loisirs tout niveau, c'est vraiment accessible à n'importe qui. C'est le mec qui a jamais fait de sport de combat de sa vie, qui aime pas prendre les coups dans sa gueule, c'est bon pour lui aussi. Hein. ah, magnifique. Waouh, bah, c'est bien, au moins, ils se sont. Je vais te laisser avoir un mot de la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses sur un mot de la fin sur ta carrière de A et jusqu'à maintenant? Le Cyril, quand il a commencé sur son canapé, au Cyril d'aujourd'hui, en mode daran, lunettes et, Bah, et tu relax. sais, moi, je suis quelqu'un de passionné, tu vois. Je suis quelqu'un qui vit pour. Je fais que ce qu'il me plaît de faire. Tu vois, les trucs que j'aime pas faire, je ne fais pas. Ouais. Et j'ai toujours eu cette philosophie, c'est-à-dire que aujourd'hui, mon taf, il me plaît.
Tu vois, Ouais. je me réveille le matin, je suis content d'aller au travail. Parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est une passion. Donc, il y a, il y a plus de 30 ans en arrière, quand j'ai commencé les sports de Mm. combat, tu vois, j'avais 18 ans, j'en ai 50 aujourd'hui, Mm. donc ça fait 32 ans. Quand j'ai commencé il y a 32 ans les sports de combat, c'était ma passion, c'était une obsession et ça n'a jamais cessé en fait. Tu vois, donc Ouais. que ça soit le début de ma carrière, quand j'ai commencé la compétition ou en tout cas à pratiquer ce sport, et aujourd'hui, je suis toujours aussi épanoui dans ce que je fais parce que c'est ma passion, parce que j'aime ce que je fais. Mm. Aujourd'hui, je suis que coach et manager, mais Magnifique. ça me permet aussi de perpétuer quelque part ce que je faisais dans la cage ou sur le ring. Tu vois, c'est à travers mes élèves, je continue de boxer, de combattre. Tu vois. On peut pas dire mieux. Fais ce que tu aimes et du début jusqu'à la fin, mais fais-le à 100%. Exactement, c'est exactement ça. Mon frérot, mille merci de m'avoir Merci à toi, accordé merci ton à temps toi. aujourd'hui. Vraiment, vraiment, c'était super plaisant. Et j'apprécie énormément. Moi, tu sais que je te suis depuis des années. C'est l'une des premières personnes un combattant français que j'ai vraiment adoré. Avant que je sois dans les MMA, tu vois, j'étais boxeur seulement. Et après, au fur et à mesure, puis j'ai eu la chance de te rencontrer. Puis voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, mille merci pour ta carrière Merci à et toi. mille merci pour aujourd'hui. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.